Dans cette vidéo, je vais vous parler des problèmes d'encodage des caractères en HTML et sur le web. Pour cela, nous allons utiliser un exemple très simple, la page web suivante qui affiche dans un header de niveau 1 le texte « Vivement l'été ». Voilà ce que cela donne lorsque je l'ouvre avec un navigateur. Donc on a le texte « Vivement l'été » sur un fond jaune. Jusque-là, tout va bien. Regardons cependant ce que nous dit le validateur HTML du W3C lorsque l'on lui demande de vérifier cette page. Alors j'appuie validator, voilà, validator.w3.org.nu. Donc je vais charger dans le navigateur le fichier HTML que l'on vient de visualiser, c'est celui-là. Voilà. Et je vais lancer la vérification. Alors cette vérification, en fait, alors que tout allait bien, elle me signale une erreur. Il me dit que l'encodage des caractères n'a pas été déclaré. Et qu'il a utilisé un encodage qui était l'encodage Windows 1252, parce qu'en fait, le checker du W3C s'est rendu compte que mon programme venait d'une machine Windows. En fait, je suis connecté par une machine Windows. Donc il a dit, c'est le codage par défaut de Windows. Alors, pourquoi ça pose problème? En fait, selon comment votre fichier HTML a été créé, selon comment a été configuré le serveur web qui héberge votre page, et selon comment fonctionne votre navigateur pour obtenir des résultats très différents. Par exemple, donc là c'est bien, mais on peut avoir ceci, ou on peut avoir cela. Donc vous voyez que là, par exemple, les caractères accentués, selon différentes configurations, je vais avoir des choses différentes. Donc le but de la balise meta-charset, c'est de pouvoir justement éviter ce genre de soucis lorsque les gens vont accéder à vos pages web. Pour résoudre ces problèmes d'encodage, il est possible d'utiliser la balise meta pour indiquer quel jeu de caractères et quel encodage de celui-ci est utilisé par la page. Alors, comment c'est fait? Vous avez ici un exemple avec une page XHTML, donc ça c'est le vieux format, mais qui existe encore sur certaines pages pour le langage HTML. Alors, c'est un petit peu compliqué, hein. Mais dans HTML5, cela a été grandement simplifié, donc il faut avoir une balise méta avec un attribut charset, et le charset spécifie le jeu et l'encodage de caractères utilisés. Alors on va revenir là-dessus bien sûr dans la suite. Alors une remarque quand même avant d'aller plus loin, c'est que la recommandation c'est d'utiliser UTF-8, les jeux de caractères Unicode, encodés sur un codage particulier qui s'appelle UTF-8. Là aussi je vais revenir dessus par la suite. Et deuxième point, c'est qu'il faut placer cette balise méta charset au début de la partie head. En fait, ça va être lu par le navigateur dès le début pour pouvoir après ensuite interpréter correctement les codes de caractères qui constituent la page. Donc en fait, il faut que cette balise soit dans les 1024 premiers octets de la page. Alors on évitera de la mettre plus loin que première ligne du head, et on évitera aussi de mettre des commentaires avant pour que justement cette balise apparaisse dès le début quand le document va être chargé. L'attribut charset n'a pas été très bien choisi. En effet, il désigne à la fois un jeu de caractères et son encodage, ce qui ne sont pas la même chose. Un jeu de caractères, c'est une liste de caractères identifiée avec un numéro unique, ce qu'on appelle le point de code. Et l'encodage de caractères, c'est un algorithme qui traduit un point de code sous forme binaire compréhensible par un ordinateur. Alors pour montrer cela à tout seigneur, tout honneur, prenons l'exemple du code ASCII, donc c'est le premier code qui a été mis en œuvre dans le domaine de l'informatique, l'American Standard Code for Information Interchange. Donc pour l'échange d'informations. Et alors ce code, donc c'est un ensemble de caractères, donc il y a les caractères utilisés par l'alphabet latin, utilisés par les langues américaines ou anglaises. Et puis, vous avez un certain nombre de caractères ici, qui sont des caractères de contrôle, par exemple form feed, qui servaient par exemple pour les imprimantes, form feed pour faire avancer le papier sur une imprimante. Space, l'espace, plus les caractères de ponctuation. Donc avec cet ensemble de caractères, on pouvait à la fois contrôler les dispositifs qui étaient les
les télétypes à l'époque, hein, qui servaient à communiquer avec les ordinateurs, comme des imprimantes, et puis de d'écrire des textes avec l'ensemble des symboles nécessaires pour définir des nombres ou des mots dans la langue américaine. Alors prenons l'exemple de la lettre A dans ce jeu de caractères ASCII. D'accord. Donc la lettre A, comment elle est codée. Donc d'abord dans ce jeu de caractères, la lettre A, son point de code, c'est son rang dans le jeu de caractères. Donc ici c'est le caractère 0, 1, 2 jusqu'à 16, 32, etc., 64, 65, 66. C'est le 66e caractère du code ASCII. Alors, 66e caractère, ce point de code, donc ça fait 65, parce qu'en fait, en bon informaticien, on compte à partir de 0. Donc 0, 1, 2, 3, etc. Donc ça nous fait 65 pour cette lettre-là. Ça, c'est son point de code. Ensuite, l'encodage, donc il faut traduire ce point de code sous forme binaire. Alors, on va reprendre cette forme de tableau, là. Ici, vous voyez que vous êtes sur la ligne 1 et colonne 4. Donc, ces chiffres 4 et 1, il faut les traduire sous forme binaire. Donc, en forme binaire, en fait, c'est compté en base de 2, puissance de 2. Donc, en fait, 1, c'est 2 puissance 0, et 4, c'est 2 puissance 2. Et en fait, les chiffres, en fait, sont mis, voilà, si le 2 puissance 0 vaut, enfin, ça vaut 1, 2 puissance 0 est utilisé, donc on aura un 1 pour indiquer que c'est utilisé. Et puis 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, c'est pas utilisé. Là, ici, c'est 2 puissance 2, donc c'est le troisième binary digit, troisième bit, qui définira ce nombre 2, 2 puissance 0. D'ailleurs, si on regarde après, si on prend tout ça en ensemble, hein, alors quand il y a 8, alors ici il n'y en a que 7, mais quand il y en a 8, on parle d'un octet. Ben, si on prend un octet, donc 2 puissance 0, on parle de la droite, 2 puissance 1, 2 puissance 2, etc. Donc là, ça fait 2 puissance 6, plus 2 puissance 0, ce qui fait 64 plus 1, ce qui fait bien 65, on retrouve notre point de code. Alors ce codage ici découpé en paquets de 4 bits, c'est ce qu'on appelle du codage hexadécimal. Dans le codage hexadécimal, en fait, on utilise donc les chiffres 0, 1 jusqu'à 9, puis après pour les nombres suivants, c'est A, B, C, D, E, F. On prend les lettres de l'alphabet. Donc par exemple, si on regarde la lettre K, son encodage donc, va être le suivant. Donc, il est ligne, celle-ci, donc c'est la ligne 11. Son codage, c'est 1, 0, 1, 1. Et colonne 6, son codage, c'est 1, 1, 0. 2 puissance 2, 4, plus 2 puissance 1, 2, plus 0 fois 2 puissance 0, 0. Donc, ça fait 4 plus 2, 6. Donc, le codage va être celui-ci. Donc, ça correspondra à la ligne 11. Alors, 11, on a dit 9. A, B, ça va être B en hexadécimal. Et lettre colonne 6, donc 6, c'est 1, 1, 0 en binaire. Voilà le nombre hexadécimal 6B qui représente la lettre petit k. Donc, le code ASCII qui avait été conçu pour les standards américains, en fait, est insuffisant pour remonter les caractères des langues autres que l'anglais. Par exemple, pour le français, il manque les accents. Donc, on a défini d'autres jeux de caractères pour supporter d'autres langues que simplement l'anglais américain. Alors, bien sûr, pour ces codages, enfin, pour ces jeux de caractères, on s'est basé quand même sur une compatibilité avec le jeu de caractères ASCII. Alors ce tableau-là, hein, donc ça reprend le tableau ASCII. Alors il ne faut pas le lire comme tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que ici, ce n'est pas le codage comme donnait le tableau précédent, mais ça donne les points de code. Donc par exemple, si on prend le caractère petit a, c'est 97. Hein, 90 et 97. Voilà. Colonne 7, ligne 90. Donc 90 plus 7, 97. Et on prend le A majuscule tout à l'heure, 60. Et le point de code, donc c'est 65, c'est bien ce qu'on avait tout à l'heure. Donc ce jeu de caractères ASCII, qu'on a conservé pour des raisons de compatibilité, a été étendu pour, par exemple, produire ce qu'on appelle le code ISO 88591 ou Latin 1, qui permet d'avoir les caractères accentués. Par exemple, ici, le E accent aigu, c'est le caractère 233. Alors, ISO, ça veut dire International Standard Office, et donc c'est un numéro de code de l'ISO qui définit ce jeu de caractères.
Donc l'ISO définit plein de caractères comme cela, donc de jeux de caractères, par exemple pour les cyrilliques, on garde les 128 premiers caractères identiques au code ASCII, et puis après les caractères suivants, et ben, ce sera donc par exemple les lettres de l'alphabet cyrillique. Le F par exemple c'est 228, le B 177. Alors parmi ces jeux de caractères, il y en a un qui est très populaire encore, c'est le jeu de caractères ANSI, ou ANSI c'est American National Standard Institute, ou Windows 1252, qui est le jeu de caractères adopté par Windows, qui est en fait identique au jeu de caractères latin 1, ISO 8859.1, sauf que certains caractères de contrôle qui n'apparaissent pas ici, hein, ces caractères entre 0 et 32, qui n'étaient plus utilisés, par exemple pour les form fields, pour les machines, les télétypes, maintenant ont été remplacés par des symboles utiles, comme le symbole de l'euro ou le O, E ligaturé. Mais les jeux de caractères ISO ne sont pas sans problème. En effet, parmi ces problèmes, d'abord il y a une prolifération des jeux de caractères, donc l'ISO 8859.2 pour le latin 2, qui permettait de couvrir les langues d'Europe centrale, le croate, le serbe, le hongrois, le tchèque, l'ISO 8859.3 pour le latin 3 pour le galicien, le maltais, l'espéranto. Deuxième problème, c'est qu'un même point de code et donc un même encodage peuvent correspondre à des caractères différents. Alors si on reprend le latin 1 ISO 8859.1 et l'alphabet cyrillique ISO 8859.5, donc si on regarde ces tableaux, alors attention, hein, je vous rappelle, hein, c'est les lignes et colonnes, ça donne le point de code. Hein. Donc là, le caractère A, dans les deux, c'est le caractère qui a comme point de code 65, donc 2 puissance 6 plus 1, 64 plus 1, et codé en binaire, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, donc 4, 1 en hexadécimal, c'est bien ce qu'on avait vu tout à l'heure sur le code ASCII. Maintenant, si on prend le caractère 233, le caractère 233, donc 233 en binaire, c'est 2 puissance 7 plus 2 puissance 6, 2 puissance 5 plus 2 puissance 3 plus 2 puissance 0, ça nous compose ça en puissance de 2, donc ce qui donne le nombre binaire 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, ou en hexadécimal, si on découpe ça par paquet de 4 bits, E9. Ben, E9, vous voyez bien que dans l'alphabet, enfin dans le jeu de caractères 8859.1, c'est le E accent aigu, alors que dans le jeu de caractères 8859.5, le cyrillique, c'est le caractère ch qui s'écrit comme cela. Alors ça, c'est un problème, parce qu'en plus, comment on fait si on veut dans une même page avoir le jeu de caractères latin 1 et le jeu de caractères cyrillique, comment le programme va être capable d'afficher à la fois un « et puis plus loin un « ch » de l'alphabet russe. Le dernier point, c'est l'impossibilité de supporter les langages non alphabétiques. Par exemple, le langage chinois, il ne peut pas se contenter de 256 caractères comme c'est l'alphabet-là, mais on a un nombre d'idéogrammes qui est beaucoup plus grand. Donc en fait, ça les limite de l'encodage, des jeux de caractères ISO. Donc ça devient une véritable tour de Babel et de poser de plus en plus de problèmes avec le développement du web et l'universalisation du web en dehors des universités américaines ou des pays européens. Donc c'est là qu'intervient le codage Unicode qui a été créé à la fin des années 80, au début des années 90, par un consortium d'experts de différentes origines, industrielles, recherche, éducation ou gouvernementaux. Donc, le codage Unicode se vise au codage du texte écrit en donnant à tout caractère de n'importe quel système d'écriture un nom et un identifiant, un point de code unique, et ce de manière unifiée, quelle que soit la plateforme informatique ou le logiciel utilisé. Vous avez ici la page web de l'organisme qui s'occupe de la définition du langage, du codage Unicode. J'ai mis aussi ici une petite vidéo assez intéressante, pas trop longue, qui explique comment le codage Unicode est arrivé, comment il a été construit. Donc en fait, ça permet de coder un très grand nombre de caractères
Dans la version 15 de septembre 2022, on en est à 149 186 caractères. C'est quelque chose qui évolue à chaque année. Il y a des nouveaux caractères qui rentrent dans ce codage Unicode. Donc, c'est une très grosse table. Vous pouvez trouver les codes de tous les caractères sur, par exemple, le site unicodetab.com, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Alors, regardons comment marche ce codage. Donc ici, cette table va nous permettre d'obtenir des points de code des différents caractères du jeu Unicode. Donc, si on prend le caractère A, vous avez ici un nombre hexadécimal 0040, et ici un nombre aussi hexadécimal, une colonne qui va de 0 jusqu'à F. Donc A, son point de code, c'est 0040 plus 1, c'est 41 en hexadécimal, ce qui donne 65 en décimal. On retrouve le même codage que dans le codage ASCII ou le codage ISO 8859.1, latin 1, qu'on a vu précédemment. Donc ça, c'est pour justement pas casser avec Unicode déjà tout ce qui avait été créé auparavant, avant les années 90. Regardons maintenant le E accent aigu. Donc le E accent aigu, son point de code, alors 0, 0, je crois. Voilà, non, 00, pardon, E9, mauvaise vue, et donc ce qui correspond au point de code décimal 233. Hein, c'est d'ailleurs ce qu'on avait aussi dans le ISO latin 1. Par contre, vous voyez ici que le chat, qu'il y avait aussi dans le ISO latin, pour le cyrillique, je ne sais plus quel est le numéro, le 5 je crois, le code 233, la même chose que le E, ici aura un point de code différent. Hein, il se trouve ici, donc ce qui nous donne le chat, donc c'est 0,49 en hexadécimal ou 1097 en décimal. Et puis, ça va jusqu'à donc 149 186. Si on regarde le code qui a comme point de code 128 052 526, pardon, ça donne un F60E en hexadécimal. Ça correspond à l'emoji souriant et des lunettes de soleil. Alors là, c'est intéressant, c'est de voir comment marche cette table HTTPS, là, unicodetab.com. Donc, cliquons sur ce lien. Donc, on tombe sur la table unicodetab.com, d'accord? Donc, vous avez ici le tableau qu'on avait ici, et on peut donc retrouver différents caractères. Alors, je ne vais pas aller dans le détail. Ici, j'en prendrai. Je vais prendre, par exemple, le caractère O avec un accent. Donc, là, ici, il vous donne le codage Unicode, U+, et là, c'est le codage hexadécimal, enfin, le point de code, pardon, hein, c'est pas du codage. Et puis, ici, le code HTML, ben, en fait, ça correspond au 246e point de code. Et donc, en HTML, on met dièse 246. Donc, ça, c'est intéressant. Par exemple, si je veux l'emoji, je prends l'emoji, je vais chercher les smileys. Tiens, je vais prendre celui avec les lunettes de soleil. Je trouve. Voilà. Donc, celui-ci. Donc, son codage, c'est le point de code en Unicode 1 F60E en hexadécimal. Et en HTML, donc, c'est le code 128 000. Alors, le point de code en décimal, c'est 128, voilà, 128 526. Et si je veux le copier ça, je vais le prendre. Et amusons-nous à le mettre dans une page HTML. On va le mettre ici dans la page HTML, vivement l'été. Et je vais mettre mon paragraphe. Je vais mettre une classe que j'ai créée qui s'appelle Bing pour dire que c'est gros. Sinon, on ne verra pas trop bien. Et puis, je vais mettre ici mon codage de ce caractère. Donc là, ici, est commercial dièse, le point de code en décimal, et puis le point virgule. Donc comme ça, si vous ne savez pas comment le taper sur votre clavier, vous avez toujours moyen de le montrer avec, en tapant dans le code HTML, le codage Unicode. Vous voyez ici, il apparaît ici. D'accord? Alors je crois que je vais essayer de le faire. Je vais copier ce caractère, je le copie. Et en fait, VS Code, lui, supporte aussi très bien. Hein. Si je veux mettre 2 smileys, alors je n'aurais pas su comment le faire autrement, mais
Voilà. VS Code lui aussi comprend l'Unicode. Et si je reviens sur ma page, maintenant, j'ai mes deux smileys côte à côte. Voilà. Donc, on a vu les points de code des jeux de caractères Unicode. On a vu qu'il y avait 149 186 caractères, et encore, ça peut grandir, il n'y a pas de limite, en fait. Donc, un octet ne suffit plus pour coder les caractères. Un octet, c'était 256 caractères différents au maximum. Donc, l'Unicode définit aussi un certain nombre d'encodages, qu'on appelle UTF, Unicode Transformation Format. Alors, ces encodages, il y en a plusieurs. Hein. Donc, il y a des codages de taille variable. Donc, il y a UTF-8. Donc, selon où se situe le caractère dans la table des caractères, les premiers prendront un octet, puis après 2 octets, 3 ou 4 octets, selon la position du point de code dans la table des caractères. C'est un format donc, qui est très compact, parce que quand les caractères sont au début, d'ailleurs, ce qui correspond aux caractères les plus couramment utilisés, c'est les caractères des alphabets latins, et ben, ça prendra 1 ou 2 octets, et puis après, plus on va aller loin, plus c'est moins souvent qu'on voit ces caractères, et on aura 3 ou 4 octets. Il y a d'autres codages à caractère variable, c'est l'UTF-16, où lui, on part au minimum 2 octets ou 4 octets. Alors la différence entre les deux, c'est que l'UTF-8, c'est le codage le plus compact de jeux de caractères Unicode. Il est utilisé pour les transferts et les enregistrements de données. Par exemple, sous Linux, hein, c'est le codage de base du système Linux. Malheureusement, ce n'est pas celui de Windows 10. Et c'est l'encodage préconisé pour le web. UTF-16, par contre, c'est un codage qui est plutôt utilisé pour le langage de programmation pour stocker, par exemple, les chaînes de caractères. Alors, pourquoi UTF-8 il n'irait pas pour le langage de programmation? Parce qu'en fait, comme il ne stocke pas tous les caractères sur le même nombre d'octets, cela pose des problèmes dans le cadre de la programmation, en particulier pour la gestion des chaînes de caractères. En effet, avec les codages de taille fixe, comme l'ASCII ou l'ISO latin 1, on peut directement accéder au ième caractère d'une chaîne, stocké dans un tableau, en calculant sa position en mémoire à partir de son indice. Par contre, pour une chaîne UTF-8, il vous faudrait déterminer la longueur des 8 premiers caractères. Autrement dit, l'index du caractère ne correspond pas à sa position dans le tableau. Donc, c'est pour ça qu'on préfère UTF-16 pour la programmation. Il y a un dernier codage, c'est le UTF-32, 4 octets, où là, bon, je ne sais pas trop dans quel cas c'est utilisé. Je l'ai rarement vu utilisé. Donc, regardons maintenant comment fonctionne l'encodage. UTF-8, c'est le plus utilisé, c'est ce qui nous intéresse, nous, pour l'application web. Donc, l'encodage des caractères en UTF-8, en fait, donc, pour les caractères qui ont un point de code entre 0 et 127, donc les 128 premiers caractères, on se contentera d'un octet. Et en fait, le premier bit, le bit de poids fort de l'octet, il est à 0 pour indiquer justement que c'est simplement sur un octet. Pour les caractères qui ont un point de code de 128 à 2047, donc là, on utilisera 2 octets. Et pour savoir qu'il y a 2 octets, en fait, les bits de poids fort du premier octet sont à 110, et le bit du dernier octet est à 10. Donc ça dit celui-là, c'est le dernier. Pour le caractère qui a un point de code entre 2048, d'accord, et 65 535, alors l'encodage est le suivant. Donc on commence par une suite de 1, 1, 0, 0 et XX qui seront complétés. Donc là, c'est pour dire qu'il y a 3 octets, et puis bien sûr, les octets suivants, c'est avec un 10, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on va regarder en exemple avec le caractère E. Donc, son point de code, je vous rappelle, il est 233. Donc, le E, il est dans cette plage-là. Donc, il est codé sur 2 bits. D'accord? Sur 2 octets, pardon. Donc, son codage, le E en hexadécimal, c'est U00E9, ce qui donne en binaire 1, 1, 1, 0, ça c'est le E, c'est 14, et 9 de puissance 3, plus de puissance 1, ça fait 8, plus 1, 9. Ce qui donne le codage
on part de ce codage-là, donc il va falloir compléter avec ces valeurs-là les différents XXX qui y avait dans le codage. Donc ici, j'ai mis des couleurs pour que ça corresponde. Vous allez voir que le 1001 va aller ici. Le 10 va aller ici, les deux, voilà, les deux digits de ce nombre hexadécimal. Et ensuite, le 11 va aller ici, et on complète le reste, ceux qui ne sont pas définis, par des zéros, que j'ai mis ici en noir. Donc voilà le codage, l'encodage du caractère E, qui a comme point de code 233 ou 00E9 en hexadécimal. Ce qui donne C3A9 en hexadécimal. Maintenant que l'on connaît les différentes formes d'encodage de caractères, en particulier UTF-8 et l'ISO Latin 1, regardons ce que cela donne sur une page HTML. Donc sur VS Code, par défaut, une page est créée et sauvegardée en UTF-8. Vous voyez ici, vous avez toujours ici l'encodage utilisé pour la page courante de l'éditeur. UTF-8, c'est raisonnable parce que ça correspond en fait au standard du web et que VS Code a été fait pour faire du développement web. Donc, on peut aussi changer l'encodage. Alors, on va le faire avec ce fichier test UTF-8. Je vais créer une copie. Que je vais appeler à la place du UTF-8, je vais appeler data 1. Je vais mettre en majuscule. Voilà. Donc, mon fichier test Latin 1, je peux changer son encodage en choisissant ici de sauvegarder ce fichier qui était ici en UTF-8 en, par exemple, ISO 8859.1. Ici sauvegarder. Alors là, dans l'éditeur, on voit changer ici le codage qui est utilisé. Si je ferme ce fichier, que je le réouvre avec VS Code, pardon, je ne me suis pas vers le bon, voilà, test Latin 1, vous voyez ici que il est lu comme étant du UTF-8, mais en fait il y a une erreur, parce que les codages ne sont pas les mêmes, et là les caractères accentués, du coup, ne passent pas comme il faut. Alors je peux corriger ça, en fait il faut que j'aille dire, rouvre-le-moi, mais tu prends comme encodage l'encodage Latin 1. Et là, tout est bien. Alors maintenant, regardons ce que cela donne au niveau de binaire. Vous avez ici donc le fichier HTML que j'ai présenté précédemment. Donc je l'avais sauvegardé en UTF-8 dans le fichier test utf8.html. Donc ici, je vois le contenu de ce fichier octet par octet. C'est une commande OD, c'est le type dump, c'est une commande d'Unix. Moins T, c'est pour avoir un tableau. Et X1, c'est pour dire que je veux de l'hexadécimal. Donc voilà ici, donc chacun des couples de chiffres qui est ici correspond à un octet en hexadécimal. X1, c'est octet par octet. Pareil pour le fichier sauvegardé en ISO 8859.1, le latin 1, donc testlatin1.html, donc voilà la forme binaire de ce fichier. Alors là, vous ne regardez pas ça, je ne sais plus ce que c'est, mais voilà, ça commence ici. Alors, vous pouvez remarquer que le caractère que j'ai mis ici en rouge, en fait, tous les autres caractères sont des caractères qui font partie du code ASCII, en fait, et donc les codages, que ce soit du UTF-8 ou de latin 1, ils ont le même codage, puisqu'en fait, ils sont dans la tranche de valeur sur un octet, donc les 127 premiers caractères, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les accents, il y a eu un problème. Enfin, un problème, une différence de codage. Donc ici, on les voit en évidence ici, sur le fichier test UTF-8, en fait, le caractère E, il rentrait dans la deuxième plage de codage, donc sur 2 octets, non pas 1, et son code, c'est C3A9, comme on l'a vu précédemment. Donc là, c'est le E, le T, en octet, et en hexadécimal 74, et C3A9 à nouveau pour l'accent. Alors que pour le latin 1, vous avez ici un codage pour le E qui est le E9. Le T, ça ne change pas parce qu'il est avant 127, 74, et puis E9 pour le E.
Donc voilà les différents codages que l'on a. Donc maintenant, on va pouvoir expliquer qu'est-ce qui se passe quand on a, par exemple, l'affichage suivant dans une page HTML ou l'affichage suivant, quand il y a donc des problèmes d'encodage. Donc ça peut venir de différentes choses. Alors, par exemple, ici, est-ce que ça, à quoi ça correspond? Ben, ça correspond en fait à le navigateur va lire le fichier encodé en latin 1, mais il va croire que c'est l'UTF-8. Ça peut venir soit parce que le navigateur travaille par défaut en UTF-8 et que dans le fichier HTML, on n'a pas déclaré encodage, latin 1, d'accord, ou que dans le fichier, on a encodé en latin 1, mais on aurait mis le char7 UTF-8. Et ça, vous voyez qu'il y a 2 caractères. En fait, c'est un fichier qui a été encodé en UTF-8, mais qui est interprété comme étant du latin. Et en fait, donc ça, ce serait le caractère H tilde dans l'alphabet latin, et A9, c'est le caractère copyright. Donc là, ici, le caractère qui a été fait était codé sur, et accent aigu qui était codé sur deux octets, et bien ici, quand on lit le fichier, le navigateur le comprend comme du latin 1, il considère que ça, c'est un caractère, et ça, c'est un autre caractère, donc il affichera ça. Donc voilà, quand vous voyez ce genre de choses, vous êtes capable de dire, ben voilà, ça, c'est du latin 1, c'est du UTF-8 qui est mal interprété puisqu'il y a 2 caractères alors qu'il ne devrait y en avoir qu'un. Ou là, l'inversement, là, c'est du latin, c'est pas le bon codage du fichier, c'est pas du UTF-8 et en fait, il passe mal mes accents. Donc voilà les différentes cas de figure. Donc pour ce soir, je vais conclure sur ce point-là. On verra dessus mercredi, on verra aussi comment le serveur web peut aussi intervenir dans ces problèmes d'encodage. Ça, on verra ça ensemble, donc ce sera aussi moyen de vérifier que vous avez bien compris ce que j'ai raconté dans cette vidéo. Donc bonne fin de week-end, si vous la regardez cette nuit, ou à mercredi prochain en cours pour parler de tout ça.